Installez-vous confortablement, bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire, celle d'une expérience de sortie de corps qui a changé ma vision de la mort. Une nuit que je n'ai jamais pu oublier, ni jamais vraiment expliquer. Je m'appelle Élise, j'ai 38 ans et je suis infirmière depuis maintenant 15 ans. J'ai passé ma vie professionnelle entourée de la maladie, de la douleur et parfois de la mort. On croit quand on fait ce métier qu'on finit par s'y habituer, par la regarder en face sans trembler. Je peux vous dire aujourd'hui que ce n'est jamais tout à fait vrai, quoi qu'on en dise. J'ai choisi ce métier presque par instinct, après avoir accompagné ma mère durant une longue maladie quand j'étais encore adolescente. J'avais aimé, à l'époque, la présence rassurante des infirmières qui venaient chaque jour, leur calme, leur façon de rendre la maladie un peu moins effrayante. J'ai voulu, à mon tour, offrir cette présence à d'autres familles, sans jamais imaginer à quel point ce métier me confronterait moi aussi à mes propres peurs. J'ai travaillé en service de cardiologie pendant des années, puis en soins intensifs, où la frontière entre la vie et la mort se joue parfois en quelques minutes à peine. J'avais toujours été profondément rationnelle, presque revendicatrice dans mon rejet de tout ce qui touchait au surnaturel. Pour moi, la mort était un phénomène biologique, mesurable, un arrêt de fonction, rien de plus, rien de moins. Je n'avais jamais cru aux histoires de sortie de corps que certains patients me racontaient parfois au réveil d'une anesthésie difficile. Je les écoutais poliment, je hochais la tête et j'attribuais tout cela à un manque d'oxygène ou à un excès de médicaments. Mes collègues me surnommaient d'ailleurs, avec une pointe d'amusement, la cartésienne du service, tant je réfutais systématiquement toute explication qui n'était pas strictement médicale. Je me souviens avoir débattu un soir avec une aide-soignante convaincue d'avoir vu l'esprit de son père la veille de son propre accident de voiture. Je lui avais expliqué, avec une assurance presque cassante, que le cerveau humain était capable de produire des hallucinations extrêmement convaincantes sous l'effet du stress. Elle n'avait pas insisté, mais j'avais gardé en mémoire son regard, un mélange de tristesse et de certitude tranquille, comme si mon scepticisme ne l'atteignait absolument pas. Je pensais à l'époque que cette assurance rationnelle me protégeait d'une forme de faiblesse, d'un besoin infantile de croire à des histoires réconfortantes. Je n'imaginais pas une seule seconde que je serais un jour celle qui raconterait à son tour une expérience impossible à expliquer par la seule science. C'est peut-être pour cela que cette nuit-là m'a bouleversée à ce point, parce qu'elle a fait vaciller des certitudes que je pensais inébranlables depuis toujours. Je comprends aujourd'hui mieux le regard de cette aide-soignante, ce mélange de tristesse et de certitude que je lui avais moi-même reproché intérieurement, sans le lui dire. L'année où tout a basculé pour moi, j'avais perdu ma grand-mère quelques mois plus tôt, celle qui m'avait pratiquement élevée. Sa disparition m'avait laissé plus vide que je ne voulais me l'avouer, incapable de vraiment faire mon deuil entre deux gardes de nuit. Je travaillais trop, je dormais mal, et un soir d'hiver, épuisée, j'ai fait un malaise en rentrant chez moi, seule dans mon appartement. Je me suis effondrée dans mon salon, la tête heurtant légèrement le rebord de la table basse, avant de perdre connaissance quelques instants. Ma grand-mère occupait une place particulière dans ma vie, bien au-delà du lien habituel entre une petite fille et son aïeul. Mes parents travaillaient beaucoup quand j'étais enfant, et c'est elle qui venait me chercher à l'école, qui préparait mes goûters, qui m'écoutait raconter mes journées. Elle avait une façon bien à elle de parler de la mort, sans peur, presque avec une forme de curiosité tranquille, comme d'un voyage à venir. Elle disait souvent qu'elle n'avait pas peur de mourir, qu'elle avait trop vécu de choses étranges pour croire que tout s'arrêtait simplement d'un coup. Je n'avais jamais pris ces phrases très au sérieux, les mettant sur le compte d'une croyance religieuse discrète qu'elle pratiquait sans en parler beaucoup. Sa mort pourtant avait été rapide, presque douce, dans son sommeil, sans souffrance apparente, ce qui n'avait pas suffi à apaiser mon chagrin. Je m'en voulais de ne pas avoir été présente ce soir-là, retenue à l'hôpital par une garde que je n'avais pas pu échanger. Ce sentiment de culpabilité s'était installé profondément en moi, mêlé à une fatigue de fond que je n'arrivais plus vraiment à combattre. Je me suis réveillée, ou du moins je l'ai cru, allongée sur mon canapé, la tête lourde, un début de migraine battant à mes tempes. J'ai décidé de ne pas aller aux urgences, pensant à une simple chute de tension liée à la fatigue accumulée depuis des semaines. Je me suis traînée jusqu'à ma chambre, je me suis couchée tout habillée, sans même prendre la peine de fermer les volets. Le sommeil m'a happée presque immédiatement, un sommeil lourd, épais, différent de ceux agités que je connaissais habituellement. C'est le silence qui m'a d'abord alertée, un silence trop parfait, comme si le monde entier retenait son souffle autour de moi. J'ai eu la sensation étrange de flotter, un vertige léger, presque agréable, comme lorsqu'on bascule doucement dans le sommeil profond. Puis j'ai senti un frisson me parcourir des pieds à la tête, une vibration fine, presque électrique, que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai voulu bouger, ouvrir les yeux, me redresser, mais mon corps ne répondait plus à aucune de mes commandes.
J'ai paniqué l'espace d'un instant, pensant à un accident vasculaire, à une paralysie soudaine, à toutes les pathologies que je connaissais par cœur. Puis, sans transition, j'ai eu l'impression de me détacher, littéralement, de la masse lourde et immobile qui était mon propre corps. J'ai ouvert les yeux, ou ce qui m'a semblé être mes yeux, et je me suis retrouvé à regarder le plafond de ma chambre de très près. J'ai mis quelques secondes à comprendre que je n'étais plus allongé sur mon lit, mais suspendu juste en dessous du plafond, immobile. J'ai baissé le regard avec une lenteur presque irréelle, et j'ai vu mon propre corps allongé sur le lit, en dessous de moi. J'étais habillé exactement comme je me souvenais m'être couché, les bras le long du corps, le visage étrangement paisible. Ma poitrine se soulevait doucement, régulièrement, preuve que je respirais encore, que ce corps en bas était bien vivant. J'ai ressenti une terreur froide mêlée à une fascination presque incontrôlable devant ce spectacle absurde de me voir moi-même endormi. J'ai observé longuement ce visage qui était le mien, cherchant à retrouver dans ses traits quelque chose de familier, de rassurant. Mes cheveux étaient étalés sur l'oreiller exactement comme je les sentais habituellement au réveil, quelques mèches devant les yeux fermés. J'ai remarqué un léger tremblement au niveau de mes paupières, comme si quelque chose en dessous cherchait à se réveiller sans y parvenir tout à fait. Cette vision de mon propre corps endormi, vulnérable, presque étranger, a fait naître en moi une angoisse nouvelle, différente de toutes celles que je connaissais. Je n'avais plus de sensation physique évidente, ni froid ni chaud, ni le poids habituel de mon propre squelette. J'avais pourtant une conscience parfaitement claire, plus claire même que dans mon quotidien, comme débarrassée d'un voile habituel. Je pouvais voir chaque détail de ma chambre avec une précision inhabituelle, la poussière sur l'armoire, une chaussette oubliée sous le lit. J'ai tenté de parler, de crier, mais aucun son n'est sorti, comme si la parole appartenait uniquement à ce corps resté en bas. J'ai essayé de bouger, un peu comme on essaie de nager, et je me suis rendu compte que mes pensées suffisaient à me déplacer. Il suffisait que je veuille aller vers la porte pour que mon corps immatériel glisse dans cette direction, sans effort, sans bruit. Je suis passé à travers la porte fermée de ma chambre sans ressentir la moindre résistance, comme si le bois n'existait plus pour moi. Ce passage à travers la matière solide m'a fait comprendre, avec un vertige nouveau, que je n'étais plus tout à fait soumise aux lois physiques habituelles. J'ai ressenti, en traversant cette porte, une sensation étrange, un léger picotement, comme un frôlement électrique parcourant ce qui me tenait lieu de corps. Ce n'était ni douloureux, ni vraiment agréable, simplement une confirmation supplémentaire que je me trouvais dans un état totalement inédit pour moi. J'ai regardé mes propres mains, ou plutôt ce qui en tenait lieu, découvrant des contours flous, légèrement translucides, comme dessinés à l'encre diluée. Je pouvais voir à travers mes propres doigts la forme du couloir derrière moi, ce qui aurait dû me terrifier davantage, mais qui, étrangement, ne faisait qu'ajouter à ma fascination. Je me suis retrouvée dans le couloir de mon appartement, reconnaissant chaque meuble, chaque cadre accroché au mur. J'ai flotté jusqu'au salon, où je pouvais voir la table basse contre laquelle je m'étais cognée quelques heures plus tôt. Une tache sombre marquait encore le tapis, là où j'avais dû renverser un peu de sang en tombant, sans m'en rendre compte sur le moment. J'ai éprouvé une compassion étrange pour cette femme allongée à l'étage, comme si je regardais quelqu'un d'autre que moi-même. J'ai remarqué sur l'étagère du salon le cadre photo contenant le dernier portrait de ma grand-mère, pris quelques semaines avant sa mort. Je me suis approchée de ce cadre, curieuse de savoir si mon état inhabituel modifierait ma perception de cette image qui m'était si familière. La photo semblait parfaitement normale, figée, comme toute photographie ordinaire, sans rien de particulier qui aurait pu annoncer ce qui allait suivre cette nuit-là. J'ai ressenti malgré tout un pincement au cœur en la regardant, un mélange de nostalgie et d'une attente diffuse que je n'aurais su nommer sur le moment. Je me suis attardée quelques instants dans la cuisine, observant les objets du quotidien avec un regard neuf, presque émerveillé par leur simple existence. La bouilloire posée sur la cuisinière, les tasses rangées dans le placard entrouvert, tout me semblait chargé d'une importance nouvelle, comme si chaque détail méritait d'être contemplé. J'ai compris bien plus tard que cette attention inhabituelle portée aux choses les plus banales de ma vie faisait déjà partie de la transformation que cette nuit allait provoquer en moi. Sur le moment, je n'ai fait qu'observer, fasciné, avant de me tourner à nouveau vers la fenêtre du salon, attiré par une curiosité que je ne contrôlais plus vraiment. Je me suis approchée de la fenêtre du salon, curieuse de voir ce que je pourrais percevoir de l'extérieur dans cet état. La rue en bas était presque déserte. Seule une voiture passait lentement, ses phares balayant la chaussée mouillée. J'ai vu, avec un étonnement mêlé de malaise, la silhouette de mon voisin du dessous, M. Vasseur, assis dans son salon, une lumière allumée malgré l'heure tardive. Je ne pouvais pas savoir à ce moment précis à quel point ce simple détail allait devenir important dans les jours qui ont suivi. J'ai voulu explorer davantage, porté par une curiosité qui dépassait de loin ma peur initiale.
Je suis sortie de l'appartement en traversant le mur extérieur, flottant au-dessus de la rue, dans un silence absolu. La ville, vue de cette hauteur, semblait différente, plus douce, presque irréelle sous les lumières orangées des lampadaires. J'ai ressenti, l'espace d'un instant, une liberté immense, comme si toutes les contraintes de mon corps physique avaient enfin disparu. Je me suis élevée encore un peu, découvrant les toits de mon quartier que je n'avais jamais vus sous cet angle auparavant. J'ai reconnu l'église au coin de ma rue, le petit square où je promenais parfois mon chien avant sa mort, 2 ans plus tôt. Tout me paraissait familier et pourtant complètement neuf, comme si je redécouvrais mon propre quartier à travers des yeux différents. Je me suis demandé à ce moment précis jusqu'où je pourrais aller ainsi si mes pensées suffisaient réellement à me transporter n'importe où dans le monde. J'ai pensé, presque en jouant, à la maison de mon enfance, à des centaines de kilomètres de là, et j'ai senti une traction immédiate dans cette direction. Cette sensation m'a effrayée davantage que tout le reste, la prise de conscience que je pourrais peut-être m'éloigner bien plus que je ne le voulais vraiment. Je me suis concentrée pour arrêter ce mouvement, pour revenir simplement au-dessus de mon quartier, et j'ai senti, avec soulagement, que cela fonctionnait. J'ai compris que cet état, aussi fascinant soit-il, comportait des risques que je ne maîtrisais pas encore, et j'ai décidé de rester prudente dans mes déplacements. C'est en m'éloignant ainsi que j'ai commencé à percevoir un changement dans l'atmosphère autour de moi, un assombrissement progressif. Les couleurs de la ville se sont estompées peu à peu, remplacées par une sorte de brume grise, dense, presque cotonneuse. Je me suis retrouvée sans transition nette, dans un espace que je ne reconnaissais plus du tout, ni rue, ni appartement. C'était comme un long couloir sans limite visible, baigné d'une lumière diffuse, ni chaude ni froide, venue de nulle part en particulier. J'ai essayé de comprendre où je me trouvais exactement, cherchant des repères visuels qui n'existaient tout simplement pas dans cet endroit. Il n'y avait ni sol ni plafond identifiable, seulement cette brume uniforme qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Le silence, ici, était encore plus profond que celui de la ville endormie, un silence presque tangible, comme une matière enveloppante. J'ai perçu, malgré cette absence totale de repères, une direction évidente vers laquelle mon attention semblait naturellement attirée, sans que je sache pourquoi. Je n'avais pas peur à ce moment précis, mais une sorte d'apaisement profond m'envahissait, différent de tout ce que j'avais connu auparavant. J'ai avancé, ou plutôt dérivé, le long de ce couloir, sans savoir vraiment ce qui m'attirait dans cette direction. Au loin, une silhouette se dessinait, familière et floue à la fois, une présence que je ne parvenais pas encore à identifier clairement. Plus je m'approchais, plus les contours se précisaient, jusqu'à ce que je reconnaisse avec un choc au fond de la poitrine les traits de ma grand-mère. Elle se tenait là, exactement telle que je me souvenais d'elle avant sa maladie, le visage lisse, le regard doux et patient. Elle ne parlait pas, mais je percevais ses pensées avec une clarté troublante, comme si les mots n'étaient plus nécessaires entre nous. Elle semblait me dire que tout allait bien, que je n'avais rien à craindre, que ce lieu n'était ni effrayant ni définitif pour moi. J'ai voulu m'approcher davantage, tendre la main vers elle, mais quelque chose en moi savait déjà que ce n'était pas encore mon heure de la rejoindre. Je me suis souvenu, en la regardant, de tous ces après-midi passés dans sa cuisine, l'odeur du pain qu'elle faisait cuire elle-même, sa voix douce racontant de vieilles histoires. J'ai ressenti dans cet espace étrange un mélange de joie immense et de tristesse profonde, comme si les deux émotions pouvaient enfin coexister sans se contredire. Elle a esquissé un sourire, le même que celui qu'elle affichait toujours quand j'étais enfant et que je venais me réfugier contre elle après un cauchemar. Ce sourire, à lui seul, a suffi à dissiper une grande partie de la culpabilité que je traînais depuis son enterrement, sans même que nous échangions un mot. J'ai voulu lui demander pardon de ne pas avoir été là cette dernière nuit, de ne pas avoir pu lui tenir la main au moment où elle partait. Avant même que la pensée ne se forme complètement, j'ai senti sa réponse m'envelopper, une certitude douce m'assurant qu'elle avait toujours su que je l'aimais, présente ou non. Cette communication silencieuse, sans mots, sans gestes véritables, était pourtant plus intense et plus claire que n'importe quelle conversation que nous avions eue de son vivant. J'ai compris à cet instant précis que ce que je ressentais dépassait largement le cadre d'un simple rêve produit par mon cerveau en manque d'oxygène. Elle m'a regardé longuement, avec une tendresse que je n'avais pas ressentie depuis sa disparition, une tendresse presque douloureuse tant elle me manquait. J'ai eu l'impression qu'elle voulait me montrer quelque chose, me faire comprendre une vérité qu'elle jugeait importante pour la suite de ma vie. Le décor autour de nous a semblé s'ouvrir légèrement, comme un voile qu'on écarte, révélant un aperçu fugace d'un espace bien plus vaste. J'ai vu, en un éclair, des formes lumineuses se déplaçant lentement, sans détail précis, comme des présences discrètes évoluant dans cette même brume. Ces silhouettes lumineuses semblaient absorbées par leur propre déplacement, indifférentes à ma présence, comme si chacune suivait un chemin qui lui était propre.
Je n'ai reconnu aucune d'entre elles avec certitude, bien que l'une, plus petite, m'ait rappelé furtivement la silhouette de mon grand-père, disparu bien avant ma naissance. Je n'ai jamais pu vérifier cette impression, n'ayant connu cet homme qu'à travers de vieilles photographies en noir et blanc conservées par ma mère. Cette vision fugace, pourtant, a suffi à me convaincre que cet espace n'appartenait pas uniquement à ma grand-mère, mais accueillait bien d'autres présences que je ne connaissais pas. Je n'ai ressenti face à ces silhouettes aucune peur particulière, seulement une forme de respect silencieux, comme on en éprouve dans un lieu sacré. Ma grand-mère semblait veiller à ce que je ne m'approche pas trop de ces autres présences, me maintenant doucement à ses côtés, dans un périmètre qu'elle seule semblait connaître. J'ai eu la sensation qu'il existait dans cet espace une forme d'ordre invisible, des règles tacites que je ne pouvais qu'effleurer sans jamais vraiment les comprendre. Cette impression d'ordre, plutôt que de chaos, m'a paradoxalement rassurée, comme si la mort, loin d'être une fin désordonnée, obéissait à une logique paisible qui m'échappait encore. Je ne saurais pas dire aujourd'hui combien de temps j'ai passé dans cet espace, tant les repères habituels du temps n'existaient plus. Ma grand-mère a fini par esquisser un geste, doux mais ferme, comme pour m'indiquer qu'il était temps pour moi de repartir. J'ai ressenti un pincement de tristesse profond, un désir presque irrépressible de rester encore un peu auprès d'elle. Mais une force plus grande que ma volonté m'a doucement repoussé en arrière, m'éloignant peu à peu de cette silhouette bienveillante. La brume grise est revenue, plus dense, m'enveloppant complètement, effaçant peu à peu la présence de ma grand-mère derrière moi. J'ai senti une accélération soudaine, comme si j'étais aspirée en arrière à une vitesse vertigineuse, incontrôlable. Les images ont défilé trop vite pour que je puisse vraiment les analyser, des fragments de rue, de ciel, de plafond, de nouveau. J'ai compris que je retournais vers mon corps, vers cet appartement que j'avais quitté, vers cette vie que je n'étais pas encore prête à abandonner. Le retour a été brutal, un choc sourd, comme si l'on me projetait de force dans une enveloppe devenue soudain trop étroite. J'ai ressenti à nouveau le poids de mon propre corps, ce poids que j'avais complètement oublié pendant toute cette expérience. J'ai voulu ouvrir les yeux, bouger les doigts, mais mon corps refusait toujours de m'obéir, comme figé dans un sommeil de plomb. Une peur immense m'a saisi, celle de rester coincé entre ces deux états, ni tout à fait endormi, ni tout à fait réveillé. Cette sensation de paralysie m'était familière, je l'avais déjà lue dans certains ouvrages médicaux sous le nom de paralysie du sommeil. Mais la vivre de l'intérieur, après ce que je venais de traverser, n'avait absolument rien de comparable à une simple curiosité théorique. J'ai senti une pression étrange sur ma poitrine, comme un poids invisible qui m'empêchait de respirer normalement, m'enfonçant un peu plus dans le matelas. Mon esprit hurlait des ordres à mon corps, sans qu'aucun ne parvienne à se traduire en un mouvement réel, aussi minime soit-il. J'ai lutté de toutes mes forces mentales, me concentrant sur un seul doigt, essayant de le faire bouger par la seule force de ma volonté. Après ce qui m'a semblé de longues minutes, j'ai senti un frémissement léger parcourir ma main droite, un signe encourageant. Peu à peu, la sensation est revenue dans mes membres, d'abord les doigts, puis les bras, puis enfin tout le reste de mon corps. J'ai fini par ouvrir les yeux d'un coup, haletante, le cœur battant à toute allure, allongée dans ma chambre, sous les mêmes draps que quelques heures plus tôt. Je suis restée immobile un long moment, incapable de bouger davantage, essayant de démêler le vrai du rêve dans ce que je venais de vivre. Mon corps était trempé de sueur, mes mains tremblaient légèrement et une migraine sourde persistait derrière mes yeux. J'ai regardé le réveil posé sur ma table de chevet, découvrant avec stupeur que plusieurs heures s'étaient écoulées depuis mon malaise. Je me suis levée avec précaution, encore chancelante, pour aller boire un verre d'eau, essayant de retrouver un semblant de normalité. J'ai passé de longues minutes assise sur le bord de mon lit, la tête entre les mains, à essayer de remettre de l'ordre dans mes pensées. Chaque détail de cette expérience restait d'une netteté presque insupportable dans ma mémoire, bien loin de la fadeur habituelle des rêves qui s'effacent au réveil. Je me souvenais du grain exact de la peau de ma grand-mère, de la texture de la brume grise, du poids étrange de mon absence de poids. Jamais un rêve ordinaire ne m'avait laissé un souvenir aussi complet, aussi cohérent, aussi chargé d'émotions parfaitement identifiables. J'ai fini par me lever, avec précaution, pour aller me regarder dans le miroir de la salle de bain, cherchant sur mon visage une trace visible de cette nuit. Mon reflet me semblait normal, un peu pâle peut-être, les cernes creusées par la fatigue, mais rien qui n'aurait pu trahir l'ampleur de ce que je venais de vivre. J'ai passé de l'eau froide sur mon visage, espérant que ce geste simple suffirait à me ramener complètement dans le monde ordinaire, dans une réalité que je maîtrisais encore. Mais une partie de moi savait déjà, avec une certitude tranquille, que rien ne serait plus jamais tout à fait pareil après cette expérience. C'est en traversant mon salon que j'ai remarqué, avec un frisson glacé, la tache sombre sur le tapis, exactement là où je l'avais vue depuis le plafond.
Je me suis penchée pour l'examiner de plus près, reconnaissant la forme précise, les contours irréguliers que j'avais observés durant mon expérience. J'ai vérifié le rebord de la table basse, découvrant une trace de sang séché correspondant exactement à l'endroit où je m'étais cognée. Ce n'était en soi rien d'extraordinaire, puisque j'avais moi-même causé cette blessure, mais la précision de mes souvenirs flottants m'a profondément troublée. Le lendemain, en sortant faire quelques courses, j'ai croisé la gardienne de mon immeuble qui m'a annoncé une nouvelle qui m'a glacée sur place. Monsieur Vasseur, mon voisin du dessous, était décédé cette même nuit d'une crise cardiaque, seul dans son salon, une lumière encore allumée. J'ai repensé immédiatement à cette silhouette aperçue depuis les airs, cet homme assis dans la pénombre que j'avais vu sans savoir pourquoi il m'avait marqué. Je ne pouvais pas prouver un lien direct entre ce que j'avais vu et sa mort, mais la coïncidence m'a semblé bien trop précise pour n'être qu'un hasard. J'ai demandé, aussi discrètement que possible, quelques détails supplémentaires à la gardienne, qui semblait elle-même bouleversée par cette disparition soudaine. Elle m'a expliqué que le fils de M. Vasseur, alerté par l'absence de réponse au téléphone, avait fini par se déplacer et découvrir son père sans vie dans son fauteuil. Le médecin appelé sur place avait estimé l'heure du décès aux alentours de 2 heures du matin, une heure qui correspondait exactement à celle de mon propre malaise. J'ai senti un vertige me reprendre en entendant ce détail, comme si le puzzle de cette nuit se reconstituait peu à peu sous mes yeux, pièce après pièce. J'ai appris quelques semaines plus tard, par la gardienne toujours, que le fils de M. Vasseur avait retrouvé sur la table basse de son père une photographie ancienne de sa propre mère, décédée bien des années auparavant. Il semblait, selon les dires de son fils, avoir passé sa dernière soirée à regarder cette photographie, assis seul dans la pénombre, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Cette information m'a bouleversée profondément, me faisant réaliser que cet homme avait peut-être vécu, lui aussi, ces derniers instants dans une forme d'attente semblable à celle que j'avais ressentie face à ma grand-mère. Je n'ai jamais pu vérifier si lui aussi avait aperçu une silhouette familière avant de partir, mais cette pensée m'accompagne encore aujourd'hui chaque fois que je repense à cette nuit particulière. Je n'avais jamais eu de relation particulière avec cet homme, simplement quelques échanges polis dans la cage d'escalier de temps à autre. Je ne savais même pas, avant cette conversation avec la gardienne, qu'il vivait seul depuis le décès de son épouse quelques années plus tôt. Cette information supplémentaire a rendu la scène que j'avais aperçue depuis les airs encore plus troublante, cet homme veillant seul, tard, dans un appartement silencieux. J'ai eu la sensation étrange d'avoir été, sans le vouloir, le témoin discret des dernières minutes de sa vie, sans même le savoir sur le moment. J'ai passé les jours suivants dans un état second, incapable de reprendre mon travail normalement, hanté par les images de cette nuit. J'ai cherché dans les livres et sur Internet des témoignages similaires, des explications médicales aux expériences de sortie de corps. J'ai trouvé des théories sur le manque d'oxygène au cerveau, sur des décharges électriques anormales, sur des hallucinations liées au stress post-traumatique. Aucune de ces explications, pourtant plausibles sur le papier, ne parvenait à apaiser complètement le sentiment profond que j'avais vécu quelque chose de bien réel. Une collègue à qui j'ai fini par me confier après plusieurs jours de silence m'a écouté sans jugement, ce qui m'a beaucoup soulagée. Elle travaillait en service de soins palliatifs depuis des années et m'a confié avoir entendu des dizaines de récits similaires de la part de patients en fin de vie. Elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée depuis, à savoir que peut-être certaines expériences ne demandent pas à être expliquées, seulement à être accueillies. Cette simple remarque m'a apporté un apaisement que des semaines de recherche scientifique n'avaient pas réussi à m'offrir jusque-là. J'ai fini avec le temps par accepter de ne jamais obtenir de preuves formelles de ce que j'avais vécu, et cette acceptation elle-même a été qu'une forme de guérison. Je n'ai pas cherché à convaincre qui que ce soit autour de moi, préférant garder cette expérience comme un jardin secret, précieux, presque sacré. J'ai simplement changé, intérieurement, ma façon d'aborder chaque nouvelle journée, avec une gratitude plus consciente pour la simple chance d'être encore en vie. Cette gratitude nouvelle, plus que toute autre chose, reste aujourd'hui le cadeau le plus tangible que cette nuit étrange m'ait laissé en héritage. Je repense parfois, le soir, avant de m'endormir, à cette sensation de flottement, espérant presque, sans oser me l'avouer complètement, revivre un jour ce même passage. Je sais que ce souhait peut sembler étrange venant d'une femme qui a longtemps ri des récits de ses patients, mais on ne revient pas indemne d'une telle traversée. Je continue malgré tout à vivre pleinement, à profiter de chaque instant, sans attendre impatiemment ce moment que je sais, désormais, ne plus vraiment redouter. C'est peut-être cela, au fond, le plus grand cadeau que cette nuit m'ait offert, apprendre à vivre sans peur, précisément parce que j'ai cessé d'avoir peur de mourir. J'ai fini par comprendre que je ne trouverais jamais de certitude absolue sur la nature exacte de ce que j'avais traversé cette nuit-là. Mais quelque chose, en moi, avait changé de façon irréversible, une transformation profonde de mon rapport à l'existence et à sa fin.
La mort, que je regardais auparavant comme une simple mécanique biologique, m'est apparue soudain comme un passage, un seuil, plutôt qu'un mur infranchissable. Je ne peux pas dire que je n'ai plus jamais peur de mourir, mais cette peur a changé de nature, elle s'est adoucie considérablement. J'ai repensé longtemps à cette phrase que ma grand-mère répétait de son vivant, celle qui affirmait avoir trop vécu de choses étranges pour craindre la mort. Je me demande aujourd'hui si elle n'avait pas vécu, elle aussi, quelque chose de semblable à ce que j'ai traversé, sans jamais oser m'en parler ouvertement. Cette pensée me réconforte davantage qu'elle ne m'inquiète, comme si un lien secret nous unissait par-delà sa disparition, un secret transmis sans un mot. J'ai commencé depuis cette nuit à noter mes rêves chaque matin, espérant peut-être, sans trop l'avouer, retrouver un jour ce couloir et cette silhouette familière. Je continue mon métier d'infirmière aujourd'hui, mais je le pratique différemment, avec une attention nouvelle portée aux patients en fin de vie. Quand certains d'entre eux me racontent, au réveil d'une réanimation difficile, avoir vu une lumière, une silhouette familière, un couloir apaisant, je ne souris plus poliment sans y croire. Je les écoute réellement avec la certitude tranquille que ce qu'ils décrivent ressemble souvent à ce que j'ai moi-même vécu ce soir-là. Je ne sais toujours pas ce qu'était vraiment ce lieu où j'ai retrouvé ma grand-mère, mais je sais qu'il m'attend, quelque part, sans urgence ni terreur. Je n'ai jamais revécu d'expérience aussi intense depuis cette nuit, malgré plusieurs tentatives volontaires, presque scientifiques, de la reproduire. Peut-être que ce genre de passage ne se contrôle pas, qu'il vient à nous une seule fois, au moment précis où l'on en a besoin. Ce dont je suis certaine aujourd'hui, c'est que la frontière entre la vie et la mort m'a semblé cette nuit-là bien plus fine et plus douce que je ne l'avais jamais imaginé. Et c'est peut-être la plus grande leçon que cette expérience m'ait laissée, celle d'aborder ma propre fin un jour sans la terreur que je lui prêtais auparavant. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. J'espère que cette histoire vous aura tenu compagnie dans l'obscurité. N'oubliez pas, vous êtes ici à la lueur de la bougie. Retrouvons-nous demain soir à la même heure exacte pour une toute nouvelle histoire.